On dirait qu'il y a une ligne rouge dès qu'il s'agit d'Israël. Ce n'était pas seulement mon fils. Vous savez, nous savons que d'autres citoyens américains ont été tués. On n'obtient pas de réponse. On n'obtient pas de compte à rendre. On n'obtient aucune justice. Et il y a cette impunité. Quand ces colons commettent ces crimes, ils peuvent continuer à les commettre. Pourquoi pas s'ils s'en sortent sans conséquence? Notre premier invité que nous sommes vraiment honorés de recevoir aujourd'hui est Kamal Moussalat. Il est le père de Saif Moussalat, un citoyen américain d'origine palestinienne qui a été battu à mort par des colons israéliens. Kamal va nous parler de son fils, de ce qui se passe en Cisjordanie et de ce qu'il espère voir se produire en réponse à ce qui est arrivé à son fils. C'était il y a un peu plus d'un an, le 11 juillet. Merci de m'avoir invité, Katie. Bien sûr. Et toutes nos condoléances. Les gens se souviennent peut-être que nous avons interviewé votre proche, Zayed, qui parlait au nom de Mohamed, le cousin de Saif, votre fils défunt, qui avait lui aussi été détenu. Il a été torturé, a perdu énormément de poids, a été enlevé, il a été libéré, et je vous interrogerai sur lui plus tard. Mais quand Mohamed est sorti de prison, je crois qu'il ne savait même pas que son cousin avait été tué. Alors, toutes nos condoléances à vous et à votre famille. Je n'aime jamais laisser entendre que ce serait, disons, acceptable quand un Palestinien, qui n'est pas citoyen américain, est tué. Ce n'est pas acceptable, quelle que soit votre nationalité. Mais je pense que c'est particulièrement hypocrite parce que les États-Unis aiment prétendre qu'ils respectent leurs citoyens. Et ils ne font rien lorsque des citoyens américains sont tués, si le gouvernement qui les tue est le gouvernement israélien. Avant de parler de ce qui est arrivé à Saif, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur lui, sur votre famille, sur l'endroit où il a grandi, ainsi que sur le parcours de votre famille et, vous savez, sur votre lien avec la Cisjordanie et la Floride? Vous savez, je suis citoyen américain de deuxième génération. C'est mon père qui a immigré aux États-Unis, donc je suis né citoyen américain. Saifullah est lui aussi né en Floride, à Port Charlotte, en Floride. Il est né citoyen américain. En réalité, je n'ai eu que la nationalité américaine jusqu'à il y a quelques années. Saifullah est donc né et a grandi à Port Charlotte, en Floride. C'est à environ 1h30 au sud de Tampa. Il est allé à l'école primaire. Puis quand il était à peu près en 3e ou 4e année, je l'ai emmené en Palestine, en Cisjordanie. Nous avons en quelque sorte cette tradition. Ma mère l'a fait pour moi. Elle nous a ramenés au pays, en Cisjordanie, en Palestine, pour apprendre la culture, la langue, et ainsi de suite. Et je voulais faire la même chose pour mon fils et mes enfants. Quand il a grandi un peu, il est retourné aux États-Unis. Il a terminé le lycée ici en Cisjordanie et il ne voulait pas poursuivre ses études à l'université. Vous savez, je lui ai laissé le choix. Je ne voulais pas lui mettre de pression. Alors il a dit, en gros, les affaires, ça m'intéresse. J'ai eu quelques petites entreprises par-ci, par-là, je suis un peu entrepreneur. Et il voulait suivre nos traces, mes traces. Il ne voulait pas aller à l'université. Alors, on a eu l'occasion d'acheter un glacier. J'y étais client et ça me plaisait. Puis pour une raison ou une autre, il a été mis en vente. Alors on l'a acheté, on a saisi cette opportunité. Donc en fait, lui et son cousin, c'était lui le propriétaire du magasin. Vous savez, c'était surtout pour eux parce que je voulais le faire pour eux. Et ce glacier est devenu viral. Les gens venaient, ils faisaient même la queue devant la porte. Je devais ouvrir la porte pour la file d'attente, vous savez. Et ça lui faisait plaisir, il en profitait. Et il me disait, vous savez, chaque fois qu'il recevait un avis où son nom apparaissait, il me disait, papa,
cet avis Google a mon nom dessus. Et ça le rendait vraiment heureux. Vous savez, les clients l'adoraient. Et je savais que les clients l'aimaient, ainsi que son sens du service. Parce qu'après, vous savez, après qu'il a été tué, tellement de gens sont venus me voir. Beaucoup m'ont dit qu'il leur manquait dans le magasin, qu'il leur manquait, vous savez, quand il les servait, et ainsi de suite. Donc vous savez, c'était un adolescent typique. Il aimait les voitures, c'était son truc. Sa voiture de rêve, c'était la BMW X5. Et il voulait celle qui faisait beaucoup de bruit, vous savez, avec un peu plus de puissance. Peux-je simplement m'envoyer quelques photos et vidéos de Sefala? Il vient juste de dire, qu'est-ce que vous avez dit? Je peux avoir un casque de chantier en plastique. Waouh, ça se passait simplement dans un restaurant brésilien. Ses amis l'y avaient emmené. Oui, pour être honnête avec vous, c'est l'une des choses qui me manque, vous savez. On ne réalise pas vraiment à quel point la voix de quelqu'un nous manque, Katie, avant qu'il ne soit parti. Alors, même encore aujourd'hui, je parcours mes messages et j'écoute sa voix. Et honnêtement, Katie, c'est comme, parfois même, des choses qui vous agaçaient avant, vous savez. Même ça vous manque, même quand il était en colère. Oui, à n'importe quel moment. Alors je réécoute nos messages vocaux et quand je l'entends, ça vous manque vraiment. Vous savez, sa voix vous manque vraiment. Le fait de l'avoir autour de vous et tout ça, vous savez, c'est fou. Parfois, vous oubliez qu'il est parti, vous savez, mais... C'est ça, on finit même par regretter les choses qui nous agaçaient avant, non? Oui, c'est fou. Oui, j'ai écouté beaucoup d'interviews sur Sefala et tout le monde semblait frappé par sa gentillesse et par le fait qu'il était heureux. Je voulais donc m'assurer de montrer les vidéos parce que souvent, quand on entend des nouvelles sur des gens, ils deviennent simplement des sujets d'actualité, vous voyez, et on ne peut pas voir leur humanité. Le voilà encore au glacier. Pas la boutique de glace. Voici une autre photo de ce moment-là. Donc là, c'est vous et Sefala. C'était justement l'été où il était là. C'était l'un des derniers voyages que j'ai fait avec lui. La personne à côté de nous, c'est mon neveu. Il est venu et nous avons assisté au mariage. Ce sont vraiment de très beaux souvenirs parce que oui, il est venu. Nous avons assisté au mariage, nous avons célébré l'Aïd ensemble. Puis je suis parti aux États-Unis et lui est resté là-bas parce que je lui ai dit que je devais m'occuper du magasin, vous savez, et que j'allais le remplacer pour le moment. Oui, je pense que c'est la dernière photo qu'on ait prise avec lui. Le voilà. C'est lui, petit garçon? Oui, il est trop mignon. Il a un peu le même visage, mais plus rond, vous voyez? Oui, trop mignon. C'est un petit garçon. Et vous êtes où, là? C'était au Dôme du Rocher, à Jérusalem. Oh oui, je m'en doutais. Il était venu rendre visite, je crois que c'était en 2023, et nous y étions allés ensemble, en fait. Sa maîtresse de maternelle se souvenait encore de lui. Quand elle a appris pour Safe, elle m'a envoyé un message, parce qu'elle était très attachée à lui. Je me souviens parfaitement d'elle. C'était l'une des meilleures enseignantes qu'il ait jamais eues. Alors quand elle l'a appris, elle était tout simplement dévastée, même si c'était 12 ans plus tard. Waouh, c'était ça, Saif, vous voyez? Alors dites-nous, s'il vous plaît, je sais que c'est très douloureux, mais racontez-nous ce qui s'est passé jour-là, s'il vous plaît. Donc le 11 juillet, ça fait maintenant environ 1 an, vous savez, l'anniversaire, c'était l'autre jour, le 11 juillet 2025. Pendant environ 2 ou 3 mois avant ça, des colons venaient sur nos terres près de notre village, Mazar Sharkia. Ça fait partie de notre village. Il y a environ 2000 acres qu'ils ont en gros occupés. Et ils ont commencé à nous empêcher d'accéder à nos terres. Chaque fois que quelqu'un de notre village y allait, il se faisait attaquer, soit avec des pierres, soit avec des gourdins.
ou alors il y avait des incidents de tir. Ils ont brûlé ces maisons de ferme. Souvenez-vous, Katie, dans notre village, je ne sais pas si Ziad vous l'avait dit, 80% des habitants sont en fait citoyens américains, et la plupart sont nés et ont grandi aux États-Unis. J'ai des terres là-bas, je suis citoyen américain et je possède des terres à l'étranger. Vous voyez? Ces zones sont en zone A et en zone B. Ce ne sont donc pas des zones C qui sont entièrement contrôlées par les autorités israéliennes. Elles sont contrôlées par l'autorité palestinienne, ou sont censées l'être, et la zone B est contrôlée par les deux. Donc, il est illégal pour tout Israélien de s'y trouver. Leur présence là-bas constitue en fait une intrusion. Même selon leur propre loi d'apartheid. Exactement, en vertu des accords d'Oslo, du droit international, du droit israélien, et ainsi de suite. Alors, ils ont commencé à nous empêcher d'accéder à nos terres. Chaque vendredi, des gens de notre village y allaient et essayaient de rejoindre les terres. On les renvoyait. Puis, semaine après semaine, en avril, une personne a été tuée parce que sa ferme avait été incendiée. Elle est morte après avoir inhalé de la fumée. La semaine précédente, des gens de notre village étaient parvenus à y aller. Ils ont été attaqués, puis ils sont repartis. La semaine suivante, Saifullah y est allé avec ses amis et les habitants du village en essayant d'accéder à la terre. Et il semble que ce jour-là, les colons avaient préparé une attaque, une embuscade. Ils ne savaient pas qu'il y aurait autant de colons ce jour-là. D'habitude, ils sont entre 5 et 10. Ce jour-là, il y en avait probablement plus de 50. Une fois arrivés au sommet de la montagne, chacun essayait de rejoindre les terres, et en gros, d'affirmer sa présence. Cette terre est à nous. Cette confiscation illégale de terre ne peut plus continuer. Alors tout le monde a commencé à être attaqué, et son ami, qui s'appelait Muhammad Shalabi, a été abattu et tué ce jour-là. Ils ne l'ont retrouvé qu'au bout de 4 ou 5 heures, même après Saif. C'est une histoire en soi, parce qu'il y a eu un malentendu. Il pensait qu'il avait été emmené par les autorités israéliennes. Puis plus tard, ils ont découvert que ce n'était pas le cas. Alors tout le village est sorti, ainsi que les villages voisins. Ils sont allés sur la montagne jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Il était mort, vidé de son sang. Saifullah et ses amis sont tombés dans une embuscade, mais ils se sont tous dispersés. Il semble que Saifullah soit parti d'un côté. Il a été violemment frappé avec des pierres et des gourdins. D'après les rapports d'autopsie, son dos était couvert d'ecchymose. Mais il était encore en vie, Katie. Il a réussi à descendre et à se réfugier sous cet arbre. Ses amis m'ont dit qu'il semblait inconscient. Il avait les yeux ouverts, mais il ne réagissait pas quand il lui parlait. Pourtant, il respirait encore. Mon autre fils a 2 ans de moins que lui. Ils étaient pratiquement meilleurs amis. Depuis qu'ils étaient petits, ils étaient toujours ensemble. Quand il a appris ce qui était arrivé à son frère, personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Cet enfant, mon autre fils, il a fait l'impossible. Il a traversé cette montagne et il a rejoint mon autre fils, vous savez, Saifullah. Il savait qu'il y avait des colons autour, qu'il y avait les autorités israéliennes, l'armée israélienne, vous savez, en bas. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à rejoindre son frère. Personne ne l'a attaqué et personne ne l'a vu. Vous savez, ils étaient au milieu de cette montagne, il y avait donc, en quelque sorte, des colons en haut et l'armée en bas. Les soldats de l'armée israélienne savent qu'il y a des blessés là-bas. Ils n'envoient pas d'ambulance, ils n'envoient rien, et ils empêchent même les ambulances d'entrer. Alors pendant 2 heures et demie, mon fils est resté sous cet arbre, avec beaucoup de mal à respirer, sans recevoir la moindre attention médicale. Vous savez, Katie, c'est là que ça me fait le plus mal, vraiment.
savoir qu'il est resté vivant pendant 2 heures et demie. Il aurait très facilement pu être sauvé s'il avait simplement été placé dans une ambulance et emmené plus tôt à l'hôpital. Une ambulance a essayé de l'atteindre et il y a des images où on la voit se faire attaquer à coups de pierre. La vitre a été brisée, donc ils ont dû faire demi-tour. Le maire de Sinjil, le village voisin, a donc dû obtenir une autorisation spécifique pour permettre à une ambulance de l'atteindre. Et finalement, ils ont pu faire venir l'ambulance jusqu'à lui. Ils ont reçu l'autorisation de l'armée israélienne. N'oubliez pas, cela faisait 2 heures et demie qu'il était sous cet arbre. Il faisait chaud dehors. Il avait du mal à respirer. Il était inconscient. Il venait d'être battu avec des pierres, des cailloux et des gourdins. Et son corps n'a tout simplement pas tenu le coup. Mais on gardait espoir, parce que j'ai essayé d'appeler mon fils de nombreuses fois. Une fois, son ami a répondu et il m'a dit qu'il devrait aller bien. Vous savez comment c'est, Katie, ils vont rien me dire au téléphone, je suis juste inquiet. Même mon fils m'a dit « Je ne suis pas sûr, papa, mais je pense qu'il devrait aller bien. » Et à ce moment-là, je suis aux États-Unis. Je reçois tous ces appels. Je reçois tous ces messages. Et ce qui m'a encore plus brisé, c'est de ne pas être là avec eux. Je ne suis pas là avec ma femme. Je ne suis pas là avec mes autres enfants. Et je ne suis pas là avec Saif. Et je ne sais pas. Vous savez, peut-être que les choses arrivent pour une raison. Peut-être que je n'étais pas là parce que, vous savez, en tant que père, où pensez-vous que je serais allé alors que je suis ici et que mon fils souffre comme ça? Et vous savez, il aurait très bien pu m'arriver n'importe quoi. Je ne sais pas. Peut-être que c'était écrit pour moi. Alors, ils ont fini par obtenir l'autorisation. L'ambulance s'est approchée autant qu'elle a pu. Ils l'ont mis sur le brancard et il a en fait rendu son dernier souffle sur ce brancard, en allant vers l'ambulance. Et vous savez, depuis ce moment-là, il n'y a eu aucune enquête, rien. Je n'ai obtenu aucune réponse des autorités israéliennes concernant une quelconque enquête. Il n'y a eu aucune enquête indépendante du ministère américain de la Justice. Mike Huckabee est venu chez moi, il m'a appelé, et vous savez, il m'a présenté ses condoléances. Il m'a dit au téléphone que c'était un acte de terrorisme. Et quand il est venu chez moi, il m'a redit que c'était un acte de terrorisme. Il m'a dit qu'il voulait obtenir des réponses des autorités israéliennes. Vous savez, c'est une citoyenne américaine qui a été tuée sur un sol étranger. Mais en réalité, voilà comment je le vois. Si c'était n'importe quel autre Américain, dans n'importe quel autre pays, un Américain tué par une foule, je pense qu'ils enverraient des enquêteurs privés ou le FBI et d'autres enquêteurs pour déterminer ce qui s'est passé. Et on le voit tout le temps aux informations. Un citoyen américain est tué quelque part et vous savez, les enquêteurs retrouvent l'auteur. Il est ramené aux États-Unis et, vous savez, il doit répondre de ce qu'il a fait. Mais on dirait qu'il y a une ligne rouge quand il s'agit d'Israël. Et ce n'était pas seulement moi, ce n'était pas seulement mon fils. Vous savez, nous savons que d'autres citoyens américains ont été tués. 2 autres citoyens américains ont été tués après mon fils. C'est juste que, vous savez, nous n'obtenons pas de réponse. Nous n'obtenons pas de compte à rendre. Nous n'obtenons aucune justice. Il y a cette impunité. Quand ces colons commettent ces crimes, ils peuvent continuer à les commettre. Vous savez, pourquoi pas s'ils s'en tirent à chaque fois? C'est ça. Sama Safi vient tout juste d'être enlevée, c'est bien ça? Une autre américaine d'origine palestinienne qui vient d'être enlevée, une jeune femme, oui. Et elle est toujours en prison, là, en ce moment, vous savez. Même aujourd'hui, je ne peux pas accéder à mes terres. Ils sont toujours là, à cet instant même, pendant que je vous parle. Donc depuis novembre, personne n'est entré sur ces terres, sauf moi l'autre jour. Et la seule raison pour laquelle j'ai pu y aller, c'est que j'étais dans un véhicule blindé.
Regardons cela. Parce que vous vous êtes rendu dans la zone où Saif avait été tué, vous essayez d'y arriver, vous y êtes allé avec un journaliste de CNN, vous étiez dans une voiture blindée. La raison pour laquelle nous enfilons nos gilets, c'est que la dernière fois que nous sommes venus ici, nous avons été attaqués par des colons. C'est le seul moyen de pouvoir réellement accéder à l'endroit où votre fils a été tué. En quelques secondes, nous repérons une voiture qui fonce vers nous. Nous commençons à partir, mais alors que nous nous éloignons en voiture, nous voyons que 4 colons ont mis en place un barrage routier. Armés de gourdins et de pierres, ils tentent de nous bloquer le passage, d'abord avec leur corps, puis... Et maintenant, on dirait qu'il essaye de crever nos pneus. Il essaye de crever nos pneus. Oh, il a un couteau, il monte très haut. Oh! Un groupe de listes indépendants et de militants se trouve dans la voiture derrière nous, mais leur véhicule n'est pas blindé. L'armée israélienne devrait être ici en ce moment et les expulser. Ils n'ont pas le droit d'être là. C'est frustrant. Vous êtes tellement en colère et vous ne pouvez rien y faire. Ça vous détruit de l'intérieur. La police israélienne a déclaré avoir arrêté 4 suspects et saisi des gourdins ainsi qu'un couteau. Elle a promis, je cite, de les traduire en justice en conséquence. 1 an entier plus tard, Kamel Musleh attend toujours que les meurtriers de son fils soient traduits en justice. J'ai contacté l'ambassade des États-Unis et voici la réponse qu'elle m'a donnée. Elle a déclaré que l'administration Trump n'a pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des Américains. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas davantage d'informations à fournir pour le moment. Le fait qu'ils empêchent, enfin c'est ça qui est tellement ignoble et ils font ça tout le temps, ils empêchent les gens d'accéder à la personne blessée pour s'assurer qu'elle meurt en gros. Enfin, ils font ça quand ils ont fait ça avec, tellement de fois. Et ils font aussi ça, ils essaient d'attirer les ambulances pour ensuite tirer sur elles et tuer les ambulanciers. C'est ce qu'ils ont fait avec Hind Rajab, par exemple. Oui. Mais vous savez, ils ont laissé le caméraman d'Al Jazeera mourir de ses blessures. Il avait été touché par balle et ils n'ont pas laissé l'ambulance l'atteindre. C'est vraiment, c'est un niveau d'impunité après l'autre. Et évidemment, ces colons ont le même sentiment d'impunité qu'avant. Parce que, même cette fois-ci, vous avez pu vous échapper parce que vous étiez dans une voiture blindée. Les autres journalistes se sont enfuis, mais ils ont été attaqués. Jasper Nathaniel est d'ailleurs l'un des autres journalistes que nous avons reçus. Et donc, vous savez, cette déclaration de Mike Huckabee, c'est très bien. J'ai demandé à Israël d'enquêter de manière approfondie sur le meurtre de Saif Mussallah, un citoyen américain qui rendait visite à sa famille à Sinjil lorsqu'il a été battu à mort. Il doit y avoir des comptes à rendre pour cet acte criminel et terroriste. Saif n'avait que 20 ans, mais évidemment, il n'y a eu aucune reddition de comptes. Comment était-il lorsqu'il vous a rendu visite? Vous a-t-il semblé sincère? Honnêtement, oui. À ce moment-là, j'ai vraiment pensé qu'il allait se passer quelque chose, qu'il y aurait un changement. Je le pensais vraiment. Je me suis dit que le fait qu'il soit venu jusque-là et qu'il ait qualifié ça d'acte terroriste et ainsi de suite ferait qu'il y aurait au moins une sorte d'enquête. Et ce que je pensais vraiment qui pourrait arriver, parce que, vous savez, rien de tout ça ne ramènera mon fils, Katie. Et de manière réaliste, en vivant ici et en connaissant, vous savez, l'historique des enquêtes et tout ça, des gens qui doivent rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait, la justice, et ainsi de suite. Vu les faibles chances que ça arrive, j'ai honnêtement pensé que le meurtre de Saifullah nous aiderait au moins à, à empêcher d'autres meurtres.
qu'il pourrait en sortir quelque chose de bien, plus aucun meurtre, et que nous pourrions enfin avoir accès à nos terres à cause de ce qu'ils ont fait. Le bon côté de tout ça, Oui, exactement. À cause de ce qu'ils ont fait, 2 Palestiniens ont été tués ce jour-là. L'un était palestinien américain, l'autre était palestinien sans double nationalité. C'est pour ça que parfois j'ai l'impression que Saifullah a bénéficié de cette couverture médiatique parce que son histoire était davantage connue parce qu'il est américain. Parfois je m'en veux parce que des Palestiniens sont tués tous les jours. Mais en même temps, je dois en tirer parti d'une manière qui permette aux gens de savoir ce qui se passe ici, en tant qu'Américain. Que vous soyez Américain ou non, vous n'obtenez toujours aucune justice. Alors je me suis dit que peut-être maintenant, il y aurait une pression des États-Unis, une pression internationale, pour dire aux autorités israéliennes que ces colons doivent partir. Et réfléchissez-y, Katie. Ils ont été capables de déplacer 2 millions de Palestiniens, de les faire passer d'un endroit à un autre, puis encore à un autre. Mais vous parlez de 15 à 20 colons. Vous ne pouvez pas les faire partir d'une zone où ils n'ont pas le droit d'être, les zones A et B. Et dans cette vidéo que vous avez vue avec CNN, ce sont des zones A et B. Ce n'est pas la zone C qui est contrôlée par les autorités israéliennes. Et c'est ça qui, en quelque sorte, n'a tout simplement pas de sens. Donc on les laisse simplement être là. Vous savez, c'est pas difficile d'aller là-bas et de les interpeller, quels qu'ils soient. Vous êtes ici illégalement. Vous êtes sur une propriété sans autorisation. Vous devez partir pour que nous puissions accéder à nos terres. Et vous parlez de 2000 acres. Ce n'est pas une petite parcelle de terre qu'ils ont occupée et qu'ils essayent maintenant de voler. Encore des vols de terre. Encore des vols de terre. Nous partagerons toute information sur la manière de veiller à ce que la mémoire de Saifullah soit honorée. Et au fait, avait-il un parfum de glace préféré? Oui, en fait, il adorait le parfum espresso aux pépites de chocolat. C'était son préféré. C'était quelqu'un qui aimait le café. Il adorait ça. Donc c'était son parfum préféré. C'est mon latte au miel, oui. Alors, quand je suis au magasin maintenant, je prends toujours une boule en pensant à lui.